L'art peut aider à redonner aux employés de la motivation et du goût au travail. C'est ce que m'a expliqué Frédéric Ichac de Musa Decima dans cette interview qui marie art et relations humaines. Frédéric a créé Musa Decima il y a 8 ans, suite au constat de l'enfermement des employés les uns vis-à-vis des autres. Enfermement qui ne s'est pas amélioré avec la crise de 2020-2021. Mais il n'y a pas de fatalisme, c'est ce qu'elle m'a expliqué dans cette interview. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, quand l'art permet de redonner de la motivation au travail avec Frédéric Ichac de Musa Decima. Alors qu'elle était RH d'une grande entreprise, Frédéric constate que les jeunes femmes de l'administration commerciale avec lesquelles elle travaille sont pleines de vie avant de regagner l'entreprise. Puis soudain, quand elles arrivent au bureau, elles posent leur manteau et toute leur énergie et leur joie de vivre. Elles se transforment, dès qu'elles sont au travail, je la cite, en des sortes de robots, et le soir reprennent leur énergie pour d'autres activités. L'objectif que s'est donné Musa Decima a été de remettre l'envie d'être ensemble et de redonner de la motivation au travail à l'intérieur des entreprises. Voyons comment avec Frédéric Ichac. Voilà, alors je suis avec Frédéric Ichac de Musa Decima. Pourquoi Musa Decima ? Bonjour, Musa Decima, c'est la 10e muse. C'est parce que quand j'ai monté cette entreprise en 2014, j'avais très envie d'inspirer les entreprises et puis aussi d'inspirer des artistes. Mais ça, je t'expliquerai peut-être un petit peu après. Merci Frédéric d'être passé chez Visionary Marketing pour ce podcast où on va marier l'art et les relations humaines. Je n'ai pas dit ressources, j'ai dit relations. Merci, je préfère les relations humaines aux ressources, effectivement. Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, relations humaines, la différence entre relations et ressources humaines ? Ressources humaines, aujourd'hui, c'est un titre. Relations humaines, c'est tout ce qui va se passer entre les humains dans l'entreprise. Et moi, c'est ce qui me passionne. C'est vraiment ce qui va se passer entre deux personnes à l'intérieur d'un groupe et tout ce qu'on va pouvoir construire. Parce que l'avenir de l'entreprise, c'est des humains. Il me semblait que c'était des robots, moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué. T'es gentiment provocateur, là. Non, bien sûr que l'entreprise, c'est avant tout des êtres humains. Ensuite, ils ont besoin sans doute de robots, d'informatique et de tout le reste pour créer des entreprises, mais c'est avant tout des êtres humains, bien sûr. Alors, ces êtres humains, tu as décidé de te mettre à leur service il y a 8 ans, quand tu as créé Musa Decima. Et ce que tu m'as dit, c'est tout à l'heure, quand on a préparé l'interview, tu m'as dit, mais il y a un enfermement des employés vis-à-vis des autres. C'est effrayant, ça. Écoute, je vais te raconter une petite anecdote. Pourquoi j'ai créé cette boîte ? C'est parce que j'étais dans une très grande entreprise, j'étais RH, donc aux ressources humaines. Et puis un jour, j'en ai eu assez de voir des jeunes femmes qui étaient des jeunes femmes pleines de vie, qui faisaient de l'administration commerciale. Et quand elles arrivaient, elles rigolaient sur le trottoir, elles étaient vivantes. Et puis elles arrivaient dans l'entreprise, elles posaient leur manteau et puis elles posaient toute leur énergie avec. Elles posaient leur énergie, elles posaient leur joie de vivre, elles posaient tout ça avec leur manteau le matin. Là, j'avais justement une espèce de robot toute la journée, pas très gai. Et puis le soir, quand elle repartait, elle reprenait l'énergie, heureusement, pour aller faire des activités, discuter, etc. Et moi, je me suis dit que l'entreprise, c'est pas ça. C'est pas un truc à tuer l'énergie. L'entreprise, ça doit être quelque chose où tu viens avec ton énergie, t'en fais profiter les autres, tu profites de celle des autres et tu construis ensemble. Et c'est ça que j'ai eu envie de faire. Donc c'était l'idée de Musa Decima de dire, allons remettre un petit peu d'envie d'être ensemble à l'intérieur des entreprises. Qu'est-ce qui fait que des gens comme ça peuvent s'enfermer dans leur travail au moment où ils arrivent dans l'entreprise ? C'est probablement que ce qu'ils font n'a pas l'air d'être très intéressant en fait. Écoute, je crois qu'il y a une vraie responsabilité de l'entreprise, parce qu'on me dit souvent oh, c'est dommage, quand j'ai recruté telle personne, elle était super motivée, et puis 5 ans après, elle est vraiment plus motivée du tout. Bon, il n'y a pas de mystère, hein, c'est l'entreprise en grande partie qui l'a démotivée, donc il faut que chacun regarde
de son côté, se disent en tant que manager, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir motiver ou démotiver mes équipes. Mais il y a aussi une responsabilité de l'être humain qui se dit, l'entreprise, finalement, je suis salarié, peut-être que si je donne juste ce qu'il faut, ça va suffire. Donc c'est la co-responsabilité, tout ça. C'est à la fois la boîte, à la fois les salariés. Moi, j'ai envie qu'on leur donne envie à chacun de se dire, tiens, si j'y vais avec un peu plus de joie, avec un peu plus d'ouverture vers l'autre, ça va peut-être créer quelque chose. Je crois beaucoup au cercle vertueux, tu sais. Oui, je comprends, il y a des bonnes sociétés, il y a des mauvaises sociétés, il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons, il y a des bons employés, des mauvais employés aussi d'ailleurs, mais quelque part, il y a aussi un phénomène de société qu'on observe, alors peut-être encore plus maintenant, aujourd'hui c'est à la mode, il n'y a pas un journal qui ne titre pas sur The Great Dismissal. Effectivement. J'ai remarqué ça en français, c'était la grande démission, je me dis d'où ça sort ce truc, ça fait bizarre, mais en fait c'était la traduction littérale, effectivement. Alors c'est sûr que le Covid, ça a amplifié le problème. Ça, c'est une évidence. Avec le Covid, on s'est tous renfermés, tous. Déjà, on est obligé de s'enfermer chez soi, donc tout passe par l'informatique. Ceci dit, c'était déjà le cas avant. Il y avait quand même une tendance avec un espèce de repli sur soi, et le Covid n'a fait qu'accélérer ça et le mettre en lumière. Puis elle a bon dos, l'informatique. C'est surtout pratique, quoi. Quand on ne veut pas parler à son voisin, on reste derrière son ordinateur. C'est sûr, mais c'est un outil. Mais on peut très bien travailler avec l'informatique du soir au matin et avoir envie de parler avec son collaborateur, son ami, son manager. Alors je témoigne, 40 ans dans l'informatique, et je suis très gentil, je parle beaucoup à mes collaborateurs aussi. Ben voilà, et je peux témoigner que tu as un grand sourire quand tu parles, donc c'est agréable. Oui, je pense qu'on lui fait porter beaucoup de chapeaux à l'informatique, c'est pratique. Mais donc justement, revenons au fond du sujet, c'est plus une affaire de société en fait, qu'on voit derrière cette grande démission, il y a peut-être aussi une grande désillusion. Et il y a peut-être une grande peur aussi. Peut-être une peur de l'autre, tu vois, il y a un moment donné, est-ce que je suis au niveau, est-ce que je m'autorise à aller parler à l'autre, est-ce que, si je dis ça, on le sait tous, dans les grandes entreprises, il y a quand même beaucoup de politique, pas forcément voulue, consciente ou inconsciente, mais en tout cas, c'est vrai que quand je dis ça, dans une réunion, quel va être l'impact pour moi, est-ce que je vais paraître comme je devrais paraître, etc. Enfin, il y a beaucoup de non-dits. Et il y a peut-être aussi quelque part, et c'est pas nouveau, une question sur l'intérêt et la nécessité du travail. Pourquoi on travaille et est-ce qu'il faut le faire? On en revient au robot finalement. De donner le travail au robot, ça permet de se débarrasser de quelque chose qui n'est pas forcément toujours agréable. On en revient à la question du sens, qui est une question dont on parle beaucoup dans l'entreprise aujourd'hui. Mais quel est le sens de mon travail? Est-ce que ça a du sens que j'aille travailler déjà? Donc ça, c'est un vrai sujet, le sens dans l'entreprise, et c'est un vrai sujet qu'il est très bon de travailler d'ailleurs. Les mots ne sont pas innocents d'ailleurs, on parle de travail, ça vient de trépalium en latin, c'est un supplice. Lié à l'esclavage, si ma mémoire est bonne. Alors, si on oublie le trépalium et qu'on pense que le travail peut être un moyen de s'épanouir, eh bien, il y a justement ce que tu fais dans les entreprises pour décaler le propos et décaler remettre les relations humaines au centre du débat avec l'art. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là pour en discuter. En quoi l'art peut-il aider à retrouver du sens dans le travail et à remettre les gens les uns en face des autres? Alors, j'utilise effectivement beaucoup de travail avec les artistes parce que j'aime bien cette idée de décaler. Décaler, c'est vraiment faire un pas de côté. C'est-à-dire que d'habitude, les managers vont vouloir travailler sur des sujets qui, au bout du compte, vont être un peu redondants. Parce que le fait de travailler en silo, le fait de ne pas arriver à collaborer, c'est vieux comme le monde. Le truc, c'est que si jamais on amène un artiste dans l'entreprise à ce moment-là, on va permettre de regarder les choses autrement. On va permettre de se poser des questions et de ne plus utiliser les mots habituels pour traiter toujours les mêmes sujets. Donc c'est ça en fait l'art, c'est vraiment décaler les choses très légèrement, mais pour permettre aux gens d'en parler réellement. Voilà. Parce qu'il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellé, c'est que tu as dit les artistes sont dans un autre monde. Absolument. La question que je me suis posée d'ailleurs, c'est si c'était pas l'inverse en fait, si ce ne sont pas les gens qui sont dans les entreprises qui sont dans un autre monde. Alors on va dire que ce sont deux mondes différents, je sais, et pas de jugement de valeur là-dessus de ma part, mais en tout cas ce sont deux mondes différents, et c'est vrai qu'amener un artiste qui passe sa journée dans son atelier, dans ses toiles, dans ses photos, dans sa musique, l'amener dans le monde de l'entreprise, en général ça lui fait un peu peur déjà. Ça c'est le premier truc, mais du coup il va faire cet effort, il va venir dans l'entreprise. Et là, tu vas avoir une confrontation de deux mondes. Le monde de l'entreprise, le monde de l'artiste. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est quand il y a confrontation, il y a du coup questionnement.
Il y a du coup échange, regard, parole, et puis là, il se passe quelque chose. Et il faut laisser les choses émerger. Alors justement, comment, pour ceux qui ne viennent pas du monde de l'entreprise, parce qu'il y a des artistes qui viennent du monde de l'entreprise, comment voient-ils justement cet environnement où les gens sont un peu enfermés Comme des extraterrestres. Comme des extraterrestres. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça les intéresse aussi, souvent. Enfin, les artistes avec lesquels je travaille, ça les intéresse d'aller mettre un pied dans ce monde-là pour voir et pour confronter et pour essayer de comprendre un petit peu. Parce que souvent, il y a une grosse incompréhension de part et d'autre. Voilà. Quelque part, c'est assez amusant parce que finalement, qu'on soit artiste ou qu'on ne soit pas artiste, qu'on travaille dans une entreprise ou qu'on ne travaille pas dans une entreprise, finalement, on change un peu de comportement entre le moment où on mange son petit déjeuner chez soi et le moment où on rentre dans un endroit qui d'ailleurs est de plus en plus le bureau dans sa chambre avec le Covid. Mais enfin, c'est marrant parce qu'on change mentalement d'attitude, de comportement, on devient quelqu'un d'anormal. Alors c'est le principe du rôle, c'est qu'effectivement les gens mettent un manteau finalement. Quand ils prennent leur job, ils mettent une espèce de manteau et ils deviennent le directeur de ceci ou le chef de projet, etc. Alors qu'en fait, au démarrage, c'est Paul, Pierre, Yasmina, Jacques, c'est juste des gens, des êtres humains. Et ce qu'on essaye de faire quand on travaille avec eux, c'est de leur rappeler qu'ils sont des êtres humains avant tout. Et donc de les faire réagir comme des êtres humains. Donc discuter comme des êtres humains et pas juste avec leur manteau de la fonction qu'ils portent. Alors pour cela, il y a des petites astuces. On va prendre quelques exemples pour que ça soit bien concret, parce que artiste, ça veut dire beaucoup de choses. Artiste, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais te donner un petit exemple. Effectivement, ça nous arrive assez fréquemment d'organiser des séminaires. Donc un séminaire, il y a un thème, il y a un sujet, les gens travaillent, des petits groupes, des workshops, etc. Tout le monde connaît ça. Mais quand on fait venir un artiste, par exemple un peintre, un photographe, un artiste, un sculpteur, on va le faire venir toute la journée avec nous pendant le séminaire, et puis il va regarder, il va s'inspirer, et il va créer une œuvre d'art à partir de ce séminaire. Une œuvre d'art qui va juste parler de ce qu'il a vu, ressenti, entendu, etc. Je peux t'assurer que quand tu ramènes dans ce même groupe l'œuvre 15 jours après, 3 semaines après, parce qu'il faut qu'il ait le temps de la faire, comme son œuvre, hein, ça ne se fait pas en 2 minutes, mais tu ramènes ça dans l'entreprise et là, tu laisses les gens réagir par rapport à cette œuvre. Voilà le regard que l'artiste a posé sur vous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est hyper riche. Parce que tout de suite, les gens vont aller lire l'œuvre, mais chacun avec son regard, avec sa sensibilité. Et là, il y a un vrai dialogue qui se pose. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote croustillante sur ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si elle est croustillante, mais je peux t'assurer que quand j'ai fait ça dans une association, c'est une association qui m'avait demandé d'intervenir chez eux. On a fait un séminaire d'1 journée. Et l'artiste Karine Zibo, qui était venue avec moi, a réalisé une œuvre. Et on l'a présentée donc 3 semaines après. Toujours, j'aime bien ces 3 semaines. Elle l'a présentée 3 semaines après. Et depuis, l'œuvre est posée dans la salle de réunion. Comme c'est une petite association, c'est la salle où ils accueillent les visiteurs. Et la DG m'a avoué que depuis que cette œuvre était là, elle présente son association à travers l'œuvre. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui lui dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « voilà, c'est l'association ». Et cette œuvre, tu la verrais, c'est tout sauf une association. C'est un collage de photos, de mains, de bleu, d'encre, mais c'est le portrait de l'association en fait. Et la DG a trouvé que c'était super fort de partager ça avec tous ses visiteurs. Et moi, c'est exactement le sens de ce que je veux faire. C'est un peu le principe du design graphique, mais avec une dimension artistique. Mais pas du tout, parce que c'est fait par un artiste. Alors, non, j'adore la facilitation graphique parce que je trouve que c'est très utile. Mais en revanche, tout le monde lit la même chose dans la facilitation graphique. Dans une œuvre, personne ne lit la même chose. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que si je te montre une œuvre, tu vas lire des choses et moi je vais lire autre chose. Et quand on va partager notre point de vue, c'est là où il va se passer quelque chose. Bon, alors ça c'était le premier exemple. Est-ce qu'on peut avoir un autre exemple? Oh oui, je peux te donner un autre exemple autour de la musique pour chanter. Voilà. Pour chanter et pour changer. Il m'arrive de faire des séminaires où on a un thème, par exemple, le thème du travail en silo. Tu vois, dans un groupe, chacun travaille de son côté. Et un DG m'avait demandé de travailler justement sur aider les gens à ne plus travailler en silo et à collaborer, donc contribuer au travail de l'autre. On les a fait bosser toute une journée là-dessus, de façon plutôt conviviale et ludique, mais à la fin de la journée, on leur a demandé d'écrire des paroles avec leur travail.
Et du coup, à la fin de la journée, on a eu 50 personnes qui se sont mis à chanter ensemble et à chanter en fait le résultat du séminaire. C'est-à-dire, voilà, en chantant, voilà pourquoi je travaille pour toi, voilà ce que j'attends de toi, etc. Mais tout ça en chantant sur du rythme, je peux t'assurer que le séminaire s'est fini déjà dans un grand éclat de rire, mais surtout dans une fierté extrême et puis de la joie, quoi, du bonheur. Et une fin de séminaire comme ça, je peux t'assurer que ça marque les esprits. Et est-ce que dans la foulée, quand ils reviennent et ils remettent leur costume de directeur de je sais pas quoi, est-ce qu'ils redeviennent normaux, entre guillemets, ou ils restent anormaux? Ça laisse des traces. Ouais. Ça laisse des traces parce que ça laisse de la joie, ça laisse de l'énergie commune, ça laisse... Tu sais, sur un autre séminaire, on a fait ça également, enfin, c'était pas exactement le même modèle, mais on a fait ça. Ça s'est terminé par une chanson. Et le DRH du groupe, puisque c'était un groupe, n'était pas là, mais quelqu'un lui a envoyé la vidéo. La fois d'après, quand je suis entrée dans l'entreprise, je croise ce monsieur, tout bien sous tout rapport, qui me dit « Ah, Frédéric, c'est vous ?» Et il monte son téléphone, il y avait la vidéo dessus, et il me dit « C'est génial ce que vous avez fait. » Donc tu vois, ce gars-là qui n'était pas là, il n'empêche qu'il a vu la vidéo, il a vu l'énergie. Bah oui, bien sûr que ça laisse des traces dans l'entreprise. Ça veut dire que les gens sont humains, qu'ils peuvent chanter ensemble, qu'ils peuvent faire des choses ensemble, et puis ça laisse un goût de ludique, de développement, de plaisir, quoi. Et puis moi, je pense que l'entreprise sans plaisir, c'est pas l'entreprise. Ouais. Alors ceci étant, j'ai connu aussi des entreprises où on était très très fort pour aller faire la fête ensemble et boire des coups, mais après, quand il s'agissait de travailler ensemble, il n'y avait plus personne. Ah bah ça, c'est peut-être la responsabilité des gens qui organisent le séminaire de faire bosser aussi. Moi, je ne les fais pas juste chanter, je les fais d'abord travailler, d'abord construire, et ensuite, il y a un moment de plaisir, etc. Mais l'objectif, c'est de travailler ensemble. Hein. Oui, voilà, il faut qu'il y ait un rapport avec l'entreprise aussi, un rapport avec le travail. Mais bien sûr. Oui. Sinon, ça n'a pas de sens. Ah non. Sinon, c'est juste un moment de plaisir. Et dans ce cas-là, c'est ce que je dis à mes clients. S'ils veulent juste ce moment de plaisir, ils prennent un ballon et puis ils vont jouer au foot ensemble. Ils n'ont pas besoin de moi. Okay. Alors, peut-être un petit dernier exemple pour la route. Un dernier exemple, c'est, je peux te dire, par exemple, là, j'ai un groupe qui va bientôt travailler sur ses valeurs. Tu vois, les valeurs de l'entreprise, sujet extraordinaire. Plutôt que de les faire réfléchir avec les mots de l'entreprise, on va leur faire des matchs d'impro. On va travailler avec des comédiens qui vont les aider à faire de l'impro théâtrale, c'est pas évident. Et puis ensuite, le thème de l'impro, ça va être les valeurs de l'entreprise. À mon avis, ils vont voir les valeurs d'une façon un petit peu différente après. Ça risque d'être assez amusant. Bon, là, on attend le résultat avec impatience. Pour conclure cet entretien, on a mis sur le dos de l'informatique tous les maux de la terre, mais peut-être que si tu devais supprimer un outil, des outils informatiques qu'on utilise aujourd'hui, lequel serait-il ? C'est là qu'on voit que l'interview n'est pas préparée, puisque je ne sais pas ce que je vais dire, mais si je devais... j'en supprimerais pas un, j'en rendrais un obligatoire. C'est la caméra dans les visioconférences. Voilà. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une visio un long débat, ça. Où on voit une photo noire. Ouais. Voilà. Pourquoi d'ailleurs les gens font-ils ça ? Parce que souvent ils sont chez eux, ils sont dans une certaine intimité qu'ils n'ont pas forcément envie de... qui n'ont pas forcément envie de partager. Bon, on peut flouter toujours le fond, mais même, ils sont chez eux, donc on rentre dans leur intimité, ce qui peut être très violent. Et puis aussi parce que ça leur permet de garder de la distance. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est pas en fait de rendre la caméra obligatoire, c'est leur donner envie d'allumer leur caméra. D'accord, intéressant. Moi, je suis assez pour. Tout le monde ne l'est pas, mais je suis assez pour la caméra. Et l'email dans tout ça ? C'est indispensable, l'email. Oui. C'est un outil intéressant. Tous les outils informatiques sont intéressants à partir du moment où ils sont utilisés à bon escient, où on ne se cache pas derrière. Oui. Mais c'est important, l'email. Je l'utilise tous les jours. Et pourtant, il y a des entreprises où on a fait des No Email Friday ou des choses comme ça. Ou même chez Atos, ils ont essayé de faire le zéro email. Bon, c'est un peu foiré. C'est une règle de plus. Oui. En fait, je crois que ce qui est important, c'est de donner aux gens envie de collaborer. Pas de mettre une règle qui les empêche de faire ceci ou cela. D'accord. Donc, c'est pas les interdits qui sont importants dans l'entreprise, c'est l'envie. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.